Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Lélo, oh, oh, Lélo, on va réparer. Soit arrêté, soit arrivé. Voilà, ils sont rentrés dans Paris ou dans Rome, les loups? Tiens, vous avez reconnu Serge Reggiani avec presque 44% des suffrages. Victoire nette, massive, sans appel de la coalition de droite emmenée par Fratelli d'Italia et sa patronne Giorgia Meloni, promise maintenant à devenir la première présidente du Conseil italien avec une confortable majorité derrière elle. Ah oui, c'est l'Italie avec 44% des suffrages. Vous avez 237 députés sur 400, 112 sénateurs sur 206. Alors, on n'a pas tout dit de l'événement politique que représente ce résultat qui d'ailleurs en Italie n'a rien d'inédit. Faut-il se souvenir qu'il y a un peu moins de 30 ans, Forza Italia, la Liga, les néofascistes, donc l'ancien nom de le MSI, l'ancien nom des Fratelli d'Italia, gouvernaient ensemble dès la première moitié des années 90. Meloni, elle fut ministre de Berlusconi il y a 15 ans, Salvini, ministre de l'Intérieur, y compris sous Mario Draghi, Berlusconi, faut-il le présenter, 9 ans président du Conseil. Alors, quels furent les ressorts de cette victoire? Est-ce qu'il faut s'étonner d'en voir nombreux comme ça reprendre l'ère de la mobilisation antifasciste à la façon de Serge Reggiani? C'est exactement le tweet de Sandrine Rousseau qui nous titrait hier. Les loups sont entrés en Italie. Bonjour François Calfon. Bonjour. Ah là, il boue, il a envie de commenter. Non, mais bon. Mais bon, quoi. Intéressant. Mais bon, bah oui, moi je trouve très intéressant la réaction de Sandrine Rousseau dans cette affaire-là. Vous êtes membre du bureau national du PS. Mathieu Bocoté est là aussi. Bonjour, sociologue, essayiste. Bonjour Mathieu. Je vous cite la une de Libé ce matin. Fascisme en Europe, toutes les peurs mènent à Rome. Mathieu. Il y a une forme de décalage assez fascinante, le commentariat français et la réalité italienne. C'est-à-dire que dans le commentariat français, on aime se faire croire que de nouveau, effectivement, on est à un siècle, ça fait un siècle la marche sur Rome et elle serait de retour d'une manière ou de l'autre. Les fascistes seraient de retour. Le cordon sanitaire viendrait de s'effondrer, nous dit-on. Alors si on regarde la politique italienne en termes italiens, ce qu'on appelle le cordon sanitaire n'a jamais eu la même réalité qu'en France, premièrement. Deuxièmement, dans la mesure où il y en avait un, il est tombé dans les années 90. Ensuite, lorsqu'on parle du bloc des droites, là-bas, on parle du bloc de centre-droit. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le vocabulaire utilisé est décalé pour parler de la réalité italienne. Oui. Et finalement, le concept de post-fascisme, que plusieurs semblent avoir appris environ 48 heures dans le commentaire. Alors, le mot post-fascisme réfère, dans la politique italienne, au mouvement dans les années 90, lorsque le MSI est devenu l'Alliance nationale avec Gianfranco Fini, et ça représentait une rupture avec l'héritage du fascisme, une volonté de rompre avec ce qui pouvait rester du fascisme dans cette tradition politique. 20 ans plus tard, avec Mme Meloni, quoi qu'on en pense, on peut être absolument contre elle, ensuite la question n'est pas là, elle-même condamne le fascisme et dit « je ne me reconnais en rien là-dedans » et la droite italienne a réglé ses comptes avec ça. Notamment la dimension raciste, antisémite, bien sûr, les lois raciales. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'il y a d'excellentes critiques à formuler contre Mme Meloni, il ne faut simplement pas se tromper d'époque. François Calfon, anachronisme des commentaires qui voient la peste brune envahir Rome. C'est vrai qu'il y a un décalage quand même. Alors par contre, dans les symboles, après je passerai au monde réel, dans les symboles, vous avez bien la flamme tricolore, qui est la même que celle du Front National et qui était celle du MSI post-mussolinien. Ça, c'est une réalité d'extraction familiale, si j'ose dire. Bah oui, non, mais ça existe. Je sais que ça vous dérange, mais non, pas du tout. Moi, je vois une provocation de sa part en se disant ça va les faire causer. Je me demande s'il n'y a pas un peu de ça dans la geste de Giorgia Meloni. Deuxième chose, puisque effectivement, on commente l'Italie comme si ça venait d'advenir. Ça ne vient pas d'advenir, ça a été dit, donc je ne le reprends pas. Mais j'ai envie de dire que les causes qui produisent, les causes sur le fond, qui produisent cette ascension au pouvoir des droites, de l'alliance des droites, de l'extrême droite et de la droite, notamment la question de l'immigration. Je rappelle que M. Salvini, avec des résultats tout à fait contrastés, puisque l'immigration n'a pas cessé, était ministre de l'Intérieur de l'Italie. Deuxième élément, ne m'attendez pas ce matin, moi, homme de gauche, à valider cette alliance. Deuxièmement... moi je m'attendais juste à ce que vous me disiez, mais pourquoi les électeurs italiens, d'après vous, François, ont gagné comme ils l'ont fait? Parce qu'il y a une crise. Alors, très bien, vous m'amenez au sujet de fond. Si vous voulez, l'État italien, en fait, n'a jamais existé. C'est-à-dire que l'unité italienne et la gouvernance italienne centrale, elle est de papier. Et il n'y a aucun gouvernement qui ne s'est imposé. On est dans une longue dérive. Si vous regardez les fondamentaux économiques de l'Italie est dans une situation tout à fait catastrophique. Alors vous allez dire, c'est pas la première fois. Et finalement, la résilience italienne ne vient pas de l'État. Donc on essaye le gouvernement des technocrates, ça ne fonctionne pas. On essaye ces droites. Vous avez bien fait de rappeler qu'il y a M. Berlusconi. Maintenant, le bateau a gité du côté de Mme Meloni. Mais au fond,
fond, c'est le même casting d'une certaine manière. Il y a une permanence de la vie italienne et ils seront sortis comme l'alliance improbable de 5 étoiles et de Donc Salvini. pour vous, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'État italien. Mais je vois pas tellement quel est le rapport avec la victoire de Giorgia Meloni, en fait. Parce qu'on essaye des gouvernements et on a déjà essayé l'alliance des droites. D'accord. Donc les Italiens essayent toutes les formules qui leur sont proposées, sans conviction, puisque je rappelle qu'il y a eu un taux d'abstention à 36%. Puisque vous voulez le parallèle avec la France, parce que en France, on commande toujours l'extérieur en fonction de soi-même. Par contre, moi, ça m'indique une seule chose, c'est que l'alliance des droites, et c'est un sujet qui vous passionne et qui vous fascine, des droites en France peut avoir lieu. Et si cette jonction qui a été faite en Italie est faite en France, alors il y a l'assurance, et moi, au lieu de crier au loup, je demanderai à la gauche de se ressaisir, il y a l'assurance que cette droite-là, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a encore des gens qui disent les Italiens ont mal voté. Moi, j'ai entendu ça. Non, pas vous, mais Laurent Berger l'a dit par exemple à ce micro. Je trouve ça quand même stupéfiant d'entendre qu'on mais on a le droit de pas être d'accord quand même. Mais alors, il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la comparaison possible avec la France, c'est qu'on oublie que la possibilité d'alliance des droites, pour reprendre la formule, dépend largement du système électoral. Or, le système électoral italien, comme le système électoral, soit dit en passant, suédois, dont on parlait il y a quelques semaines, oblige les partis à s'unir, à coopérer. Et quand vous êtes obligé de coopérer pour créer un bloc, pour accéder au gouvernement, ça vous amène à peser un peu moins sur le registre de la vertu politique. Genre, nous refusons toute alliance avec ces gens. Et la coopération, ça oblige à faire des alliances pragmatiques autour d'un programme de gouvernement où il y a un peu moins de métaphysique et un peu plus de propositions politiques. Premier élément. Mais elle plaide pour un présidentialisme fort, une élection du président de la République à la française. Est-ce qu'il y a intérêt ? Mais sans pour autant condamner le régime proportionnel, parce que quand on voit un peu l'histoire politique italienne, après l'effondrement de la démocratie chrétienne au début des années 90, c'est devenu un système politique avec une très forte capacité d'innovation, appelons ça comme ça. Donc un nouveau parti peut facilement émerger, exactement. Et aujourd'hui, frère d'Italie. Donc il y a cet élément-là. L'envers de ça, soit dit en passant, on le dit, c'est le gouvernement technique, c'est-à-dire il y a une très grande représentativité, mais de l'autre côté, lorsque ça ne fonctionne pas, on se dit gouvernement technique. Donc je pense pas qu'on peut rabattre l'exemple sur la France, ne serait-ce qu'à cause de la question du système électoral. Ensuite, sur le côté mal voté, moi je suis fasciné par l'arrogance de l'empire européiste et de ceux qui d'une manière ou de l'autre sermonnent les peuples en disant voilà comment vous allez bien voter et si vous ne votez pas de la bonne manière, on vous punira. C'est ce qu'a dit Mme von der Leyen et c'est ce que disent tous ceux qui aujourd'hui en appellent à des sanctions quasi préventives contre le vote des Italiens. Voilà, alors François sur ce sujet-là, moi je partage pas ça, mais il faut quand on va chercher la paille dans l'œil du voisin, aller regarder la poutre qu'on a en face des yeux. Et la poutre, c'est vrai, c'est la gestion de l'Union européenne et notamment de la Commission européenne qui n'est pas exempte de critique parce que dans les deux leviers de vote, en dehors de ce que j'appelle finalement l'ingouvernabilité italienne, il y a la question de l'immigration. Donc je dis que pour moi, Salvini n'avait pas montré sa compétence. Oui, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de cinéma. Il y a le la refus d'accueillir puisque je veux venir là, on a peu de temps. Et il y a la question européenne. Et d'une certaine manière, l'Europe, en tout cas la Commission européenne, ne peut pas se comporter comme s'il n'y avait pas eu le Brexit, comme s'il n'y avait pas finalement des forces centrifuges, notamment à l'Est, et qu'il faut changer de modèle, et qu'un modèle finalement moralisateur qui mettrait au banc un pays comme l'Italie, qui fait partie des pays fondateurs, poserait difficulté. Pour autant, et je le dis, la provocation, puisque vous dites qu'ils sont finalement assez pragmatiques, la provocation italienne vis-à-vis de l'Union européenne, alors qu'ils attendent un plan de refinancement de plusieurs centaines de milliards d'euros, n'a pas de... Mais vous avez regardé un petit peu pas fonctionnel non plus. La carte du vote très frappante, c'est la même qu'on a dans toutes les démocraties aujourd'hui. Vous avez les centres des grandes villes qui ont voté à gauche, au centre, pour les formations pro-européennes. Et pour Giorgia Meloni, les votes de la périphérie, des ouvriers, des artisans, des commerçants, des petits patrons. Populaire, comme on dit, l'archipélisation des pays. Voilà. Et victoire aussi de Fratelli d'Italia sur les terres rouges, les terres historiquement de gauche de Toscane, d'Émilie-Romagne. Voilà. Comme on l'avait vu avec Boris Johnson dans le nord de l'Angleterre, dans les fameux Red Walls. Mais de ce point de vue, la recomposition politique qu'on voit partout en Occident est aussi une recomposition sociologique. Le critère, le clivage qui constitue la vie politique aujourd'hui n'est plus celui du
XXe siècle, entre d'un côté les artisans, les professions libérales qui voteraient à droite et les ouvriers qui voteraient à gauche. La base électorale aujourd'hui de ce qu'on appelle à tort ou à raison les populismes, ce sont normalement des ouvriers qui ont un fort, ou enfin les catégories populaires, qui ont un fort sentiment national, qui se sentent menacés avec raison par l'immigration massive, aujourd'hui par l'Europe, et qui trouvent dans le cadre national le cadre protecteur qu'ils cherchaient hier ailleurs. Et je pense que cet élément, ce désir de protection, il est très fort. Ensuite, un tout petit mot à nouveau sur la Commission européenne. On va se retrouver un jour dans un moment où les technocrates de l'Union européenne seront seuls à prétendre représenter l'Europe, alors qu'aucun peuple ne leur fera plus confiance. Ouais. C'est une élite qui aujourd'hui en vient se retourner contre ces peuples et qui a toujours la même conclusion. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut davantage d'Europe. Manifestement, ça ne fonctionne pas. Mathieu, d'un mot, moi je pense que l'antidote finalement à la montée de ces populismes d'extrême droite, d'inspiration d'extrême droite, c'est en revenir à une gauche populaire. C'est-à-dire que le débat... C'est ce que dit Raphaël Glucksmann dans Libé ce matin. Oui, mais moi je vais te dire, je suis pas sûr que ce soit le plus qualifié pour le dire. Très franchement. Tant mieux pour lui qu'il ait découvert la Picardie et non pas New York. Mais ce que je veux dire, c'est que le débat qu'il y a eu entre Monsieur Roussel et Monsieur Mélenchon, de manière un petit peu caricaturale, est juste. C'est-à-dire que si vous stigmatisez ceux qui ont une voiture, ceux qui mangent de la viande, ceux qui font des barbecues, qui vont à la chasse, culturellement, vous vous mettez du côté finalement d'une certaine élite mondialisée et vous condamnez à n'avoir que le vote des centres-villes et des jeunes, et vous excluez puisque vous les désignez comme des beaufs, vous excluez de fait l'électorat populaire qu'il faut au contraire reconquérir. Merci François Calfon, merci Mathieu Bocoté, merci à tous les deux messieurs, à la semaine prochaine, 8h57. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour.